Sud Radio Berkov dans tous ses états. Le fait du jour. Pourquoi on parle de cela? Eh bien, on parle de cela parce que depuis octobre, et l'hebdomadaire Marianne l'avait relayé, une étrange rumeur avait surgi. Eh bien, ça a été confirmé en octobre dernier, donc il y a plus de 6 mois, par le ministère de la Transition écologique, Christophe Béchu. Qu'est-ce qu'il a dit à l'Assemblée? Il a dit oui, il y a eu des rencontres au sommet de l'État pour discuter de la possibilité d'échanger de l'eau douce française contre des hydrocarbures étrangers. C'est-à-dire l'eau française contre du pétrole made in un peu partout, voilà, made in Emirates, made in Saudi Arabia et autres, voilà. Et paraît-il, voilà, on l'a fait déjà, c'est commencé, les porteurs de projets, il y a eu mars et juin dernier, il y a eu des réunions. Et en fait, qu'est-ce que ça signifie? On a demandé au sénateur Alain Houpert, bonjour Alain Houpert, vous êtes avec nous. Alors qu'est-ce que ça veut dire ça? Alors maintenant, ça va être l'eau, demain on va changer l'air contre, je ne sais pas moi, du gaz de schiste. Qu'est-ce que ça veut dire exactement ça? Avant toute chose, cher André, j'aimerais vous apporter mon soutien, parce que vous m'avez invité pendant ces 3 années, quand je critiquais la politique sanitaire du gouvernement, et le temps m'a donné raison avec le rapport accablant qui vient de paraître du ministre, et dans ce pays où la raison déraisonne, vous êtes la voix de la raison. Voilà, merci d'être cette voix. Merci Alain Houpert. Alors dites-moi un peu, qu'est-ce qui se passe là? Parce que ça a l'air tellement surréaliste. Ça a été révélé par Marianne et par une question d'actualité à l'Assemblée nationale. Et Marianne, c'est pas un journal... Non. On doit se méfier, c'est un journal d'investigation. Tout à fait. Et puis, c'est très détaillé parce que c'est 19 tankers de 200 000 m3 par jour qui partiraient de Fos-sur-Mer et 48 tankers de 80 000 m3 qui partiraient de Martigues. Et 4... Par jour, vous dites? Par jour. Par jour. Et 4 milliards de mètres cubes, c'est la consommation annuelle des Français. D'accord. 4 milliards, oui. Et là, vous dites combien par jour? Donc 18 tankers et 48 tankers. Donc c'est détaillé. Donc c'est pas une rumeur. C'est pas une rumeur. Donc, vous savez, la rumeur, l'histoire de la cocotte minute, c'est très facile Bien sûr. Donc on veut échanger des ressources naturelles contre des ressources vitales. Mettez-vous près du micro. Voilà. Pour un problème peut-être d'environnement, puisque cette eau qui vient de la Durance et du Verdon, qui est jetée dans le lac salé de Fos-sur-Mer, perturbe le biotope, mais de l'eau qui part de notre pays, qui ne peut pas s'évaporer sur notre territoire, ne se transforme pas en nuages. Et souvenez-vous de Christophe Béchu, la semaine dernière, au Sénat, qui parlait justement de la future sécheresse. Nous sommes en manque d'eau. Et allons expliquer à toutes ces communes rurales qui sont livrées par des citernes qu'on va envoyer des tankers en Arabie Saoudite, en Moyen-Orient, consommer des ressources vitales. On marche sur la tête, on déraisonne. Donc ça me fait penser à Victor Hugo et Fantine, la mère de Cosette, qui vendait les cheveux et ses dents pour le donner aux Thénardier. Donc, et ça me fait penser aussi à la phrase de Coluche, parce qu'on n'est pas gouverné, on est administré par un chef d'État qui administre des humains comme des choses. Coluche disait, donner le désert à un technocrate, au bout de 5 ans, il va acheter du sable. On est là-dedans, on creuse. Mais comment ça vient effectivement aux idées? Moi, je dis toujours ça parce que vous avez comme moi Alain Houpert, dans tous les domaines actuellement, en tout cas dans beaucoup de domaines, on a des décisions aberrantes, des projets absolument aberrants que n'importe qui, qu'un enfant de 10 ans, ayant un peu de bon sens, dirait mais comment vous faites ça? Moi, quand j'ai entendu vraiment de l'eau contre du pétrole, je vous assure, j'ai cru que c'était une fake news, n'importe quoi, c'était une espèce de vax comme ça, de machin qu'on lançait. Eh bien, pas du tout. Donc, on pense à ça. On a besoin de pétrole. Maintenant, comme on disait, vous vous rappelez aussi, autre dicton, on n'a pas de pétrole, mais on a des idées. Mais non, on n'a pas de pétrole, mais on a de l'eau. Oui. C'est ça. Souvenez-vous de l'Irak, pétrole contre nourriture, qui était quelque chose d'humanitaire. Mais là, 4 milliards de mètres cubes, et cette ressource qui est visée ne peut fournir que 800 millions de mètres cubes. Donc, on va aller la chercher où? Dans les nappes phréatiques
qui alimentent ou qui vont alimenter les méga bassines qui ont créé quand même des problèmes où là on est vraiment dans la goutte d'eau, dans la méga goutte d'eau qui va faire déborder le vase. Mais dites-moi, c'est parti, d'après vos connaissances, est-ce que ça a commencé ou c'est encore à l'état de projet, cette mesure? Je ne suis pas dans le secret des dieux, mais quelque chose qui est détaillé, je viens de vous donner le nombre de tankers. Ouais, quelque chose clair. qui est détaillé veut dire que tout a été étudié et il y a eu certainement déjà des envois. Donc il faut, c'est important de dire la vérité. Ce qu'on dit aujourd'hui, c'est important et de vérifier. J'aimerais qu'on puisse... qu'on sache un peu la vérité. Qu'on sache qu'il y a une enquête, parce que c'est la ressource vitale des Français. Nous sommes dans un pays où nous allons manquer d'eau. Le président de la République a fait un grand discours dans les Alpes la semaine dernière, vous vous souvenez, où il y a eu un discours qui a été conspué, donc pour dire que nous allons manquer d'eau. Donc nous allons envoyer l'équivalent de la consommation à Noël des Français au Moyen-Orient. Oui, 4 milliards, c'est ce qui est prévu pour être envoyé donc dans les Émirats, au Moyen-Orient ou ailleurs, c'est ça. Alors que si on regarde, vous connaissez bien Israël, nous sommes allés ensemble. Israël, c'est le premier pays de la dessalination de l'eau de mer. Hein. Il y a des usines fantastiques. Le deuxième pays, c'est l'Espagne, le goutte à goutte. Oui. Il faut inciter ces pays qui ont besoin d'eau à aller la chercher dans l'eau de mer. Et ils en ont de l'eau de mer là-bas. Il y en a, et puis ça permettrait de faire refleurir les déserts. Et faire refleurir les déserts, quand on voit Israël, c'est la terre promise et c'est merveilleux. Mais pas avec l'eau de France. Pas avec l'eau de France, parce que là, c'est un gâchis. Les agriculteurs en ont besoin, les gens en ont besoin. Donc on systématise les Français en leur disant... ne consommez pas, ne consommez plus de voitures, roulez en vélo, mais on n'interdit pas les jets parce que ça va sauver les territoires ruraux. C'est n'importe quoi, la raison qui déraisonne. Mais c'est extraordinaire parce que, encore une fois, vous parlez de l'eau, attention, limitez-vous pour la douche, prenez des douches à 4, etc., etc. Enfin, ça en arrive à l'absurde. Mais ce qui est extraordinaire, alors... Quand même, Alain Houpert, ça en dit long et élargissons un tout petit peu le débat et le domaine. Ça se sait depuis octobre dernier, puisque vous vous rappelez vous-même, et on l'a dit, et l'hebdomadaire Marianne l'a dit aussi. Comment il se fait, nous sommes en mars, nous sommes en avril, comment il se fait qu'il n'y a pas eu plus de protestations? Et je dis ça, je ne parlerai pas du secret des SMS entre Ursula von der Leyen et Bourla de Pfizer, on en a parlé, mais enfin... Qu'est-ce que c'est que cette culture du secret qui a toujours existé, bien, c'est pas nouveau, mais là qui a l'air absolument doctrinaire et étendue à tous les domaines de la vie, qu'elle soit politique, nationale, existentielle. Le secret, c'est important. Je sors du Sénat où on vient d'élire le futur président de la commission du secret défense. On a bien vu que la politique sanitaire a été classée secret défense. C'est comme la santé des Français, secret défense. Vous animez une émission qui s'appelle Omerta. C'est ça, où nous sommes dans l'Omerta. Il y a des choses dont on ne doit pas parler. Il y a des journaux d'investigation comme Marianne qui en parlent. Et heureusement qu'il y a des Français qui cherchent, parce que les Français ont de la mémoire, les Français sont curieux, qui cherchent dans les réseaux sociaux, qui cherchent dans les journaux. On peut se contacter par des voies un petit peu underground pour informer les Français. J'aimerais que le monde... ou les journaux nationaux s'en emparent. Et je vous apportais tout à l'heure mon soutien et vous m'avez invité, quelquefois nous n'étions pas d'accord. Le temps m'a donné raison, mais chaque jour, j'aurais aimé ne pas avoir raison et avoir tort.
Oui, bien sûr. On se rappelle le domaine de la santé. Vous êtes radiologue, hein, je rappelle, et puis vous avez été poursuivi. Enfin, vous avez été invité pour cela, et on s'en rappelle. Et puis tout ça va finir. Mais encore une fois, pour revenir à cette histoire de l'eau contre le pétrole. Mais est-ce que demain, franchement, Alain Houpert, vous allez me dire, j'aurais vous dit ça il y a encore 6 mois. Vous auriez dit, mais Berco, vous fumez la moquette. Mais on ne va pas taxer l'air que nous respirons? Est-ce qu'on ne va pas arriver à un moment donné? Écoutez, vous êtes sénateur de Bourgogne. Bourgogne, on le connaît pour ses vins, on connaît pour beaucoup de choses. Mais l'eau, et un peu partout, vous parliez de l'eau et de la ruralité. Mais aujourd'hui, est-ce que les agriculteurs, pas seulement en Bourgogne, partout, qu'est-ce que les ruraux, connaissent ce projet, savent que l'eau va aller dans les nappes phréatiques? Parce que c'est ça le problème. Vous dites, on va aller creuser dans les nappes phréatiques pour prendre le contingent d'eau pour exporter. Est-ce qu'ils le savent, à votre avis, ou ils ne le savent pas encore? Ben non, d'où ce qu'on appelle les lanceurs d'alerte. Hein. D'où ce qu'on fait en ce moment. À Sange, on a payé le prix. Très chèrement. Révéler la vérité, c'est toujours dangereux. Il faut tuer le messager. Vous avez tout à l'heure, c'est Guy Béard. Le premier qui dit la vérité, il sera exécuté. Donc il faut. C'est. Oui, non mais ça tient de quoi aujourd'hui, à l'heure des réseaux sociaux, alors vous avez parlé, à l'heure où effectivement on peut comprendre, il y a encore même 50 ans, ça passait par des canaux très précis, des canaux verticaux, ça allait du sommet à la base, ça circulait, il y avait 3 chaînes de télévision, ou même pas, il y avait quelques journaux, et puis voilà, et là aujourd'hui c'est fini, on le sait que c'est fini, on est en 2023. Qu'est-ce qui fait que ça continue à fonctionner comme si tout ça n'a rien été? Non, circuler, il n'y a rien à voir. Avant, la presse écrite était plus indépendante parce que pas soumise au capital. Il y avait le syndicat du livre. Souvenez-vous du temps de l'ORTF, il y avait une émission qui s'appelait 5 colonnes à la une, où quelquefois le grand Charles... grogner dans son fauteuil. C'était des gens qui n'étaient pas soumis. Et actuellement, la presse appartient à quelques grands groupes qu'on connaît. La presse scientifique, c'est pareil. Avant, la presse scientifique était financée par qui? Par les abonnements. Maintenant, il n'y a plus d'abonnements. Ce sont la presse scientifique. Donc, les études qui paraissent sont financées par qui? Par les laboratoires. Donc, il y a quand même une question à se poser sur l'origine des informations. Je pense qu'un lecteur doit être un lecteur éclairé. Et pour l'éclairer, il faut lui donner les informations. Et actuellement, le lecteur, il est obligé d'aller chercher partout, mais il ne trouvera pas l'information dans le kiosque des journaux ou sur le bar du bistrot. Nous avons un sport favori tous les deux, ce sont les bars parallèles. Mais c'est vrai qu'on lisait le journal... Et maintenant, avant on disait, c'est vrai puisque c'est écrit dans le journal. Mais maintenant, non, c'est peut-être faux parce que c'est écrit dans le journal. Donc c'est une question à se poser. Je pense que le temps a changé, l'information a changé, la vitesse de l'information a changé, et il faut être très réactif et proactif. Et c'est le devoir d'un sénateur et d'un député d'être un relais des territoires, de relayer ce qui se passe sur les territoires et d'informer, d'éclairer les gens. Mais alors justement, Alain Houpert, revenons à l'eau, à cette eau contre pétrole, contre hydrocarbures. Qu'est-ce que vous, sénateur, qu'est-ce que vous, gens du Sénat, qu'est-ce que vous, députés, pouvez faire, et qu'est-ce que vous pensez qu'il pourra être fait pour un peu, au moins, limiter les dégâts, sinon les arrêter complètement? Malheureusement, je vais faire un aveu de faiblesse. Nous avons peu de pouvoir. Le pouvoir que le Sénat a eu, c'est de lever l'affaire Benalla et les cabinets de conseil. Qu'en est-il sorti? Rien, tout est caché. Donc il faut... Donc aujourd'hui, le Parlement n'a pas grande influence, faut le dire, n'a pas grand pouvoir. Ce qu'on appelle le deuxième pouvoir, pouvoir exécutif, pouvoir législatif, pouvoir judiciaire. Le législatif, non mais je vous ai un homme de franchise, d'honnêteté, Alain Houpert, il est extrêmement limité. Alors aujourd'hui, c'est ça. Il est limité, et cette 5e République, on en voit les travers.
Madame Borne a critiqué le président de la République et ne veut pas servir de fusible. Ouais. C'est-à-dire qu'on est passé de la Ve République à la Troisième République, avec des changements de pouvoir. Et actuellement, ce qui se passe, on cherche un Premier ministre qui va rassembler chez les Républicains comme dans la Troisième République. Souvenez de Gaulle qui avait vraiment tensé un de ses proches, Soustelle, qui allait être promu président du Conseil, et qui, sur l'ordre de Gaulle, a retiré sa candidature. Ouais. Voilà. Donc, c'est la Ve République. Voilà. Donc aujourd'hui, le pouvoir est à l'Élysée et n'est que à l'Élysée, il faut le dire. Voilà. C'est dommage. C'est dommage. Et dommage, je pense que le manteau du président est peut-être du président de la Ve République est peut-être un peu grand pour le locataire. Et vous avez vu ce qui a été dit, Alain Houpert, et on va conclure là-dessus, qui était étonnant. Vous savez, on a donné la diffusion là. Il était à La Haye hier en Hollande, aux Pays-Bas, et il a commencé son discours. Je ne sais pas si on peut l'entendre encore. Écoutez. And our common values. Hello. I think we lost something. French democracy. Where did we lose it? I can answer this question Je peux répondre à cette question. if you give me some time. Mais attendez-moi quelques temps. Il peut répondre à cette question, et si vous me donnez un peu de temps, a répondu le président Macron. Mais ce qui est intéressant, c'est que à La Haye, même à La Haye, c'est pas là, c'est pas en France, c'est pas à l'Olympia ou ailleurs, et il y a des étudiants, d'ailleurs, qui étaient dans l'Assemblée, et qui a dit: où est la démocratie en France ? Et vraiment, c'est la question qui est le fil rouge de notre discussion, là. Vous parlez de La Haye, c'est le pays où Descartes a écrit son livre sur la raison, je pense, donc je suis. Le président de la République vient de Chine, où il prône la démocratie en Chine, et son ministre de l'Intérieur se bat contre la Ligue des droits de l'homme. On a vu des images où les personnes qui étaient dans la salle et une personne qui était dehors, la personne qui était dehors a été plaquée violemment. Oui. Donc c'est une image de démocratie, et les actes, où sont les actes ? Les actes sont quelquefois violents. Et c'est pas l'image de la France, c'est pas l'image qu'on aime de la France, qui est le pays des Lumières. Eh bien, écoutez, j'espère que la lumière ne s'éteindra pas. Merci Alain Houpert. Allumons les réverbères. Voilà, et gardons notre eau. Gardarem l'eau water. Je préfère le vin d'ici à l'au-delà. Voilà, absolument. Merci.